Bienvenue cher explorateur et chère exploratrice de la psyché ou en passe de le devenir. Aujourd'hui j'aimerais te parler d'un sujet essentiel, un sujet qui concerne beaucoup de personnes et pourtant dont on parle rarement avec clarté. Bien choisir sa thérapie ou comment ne pas se perdre dans le marché du soin de soi-même. Aujourd'hui tout est devenu thérapie, on soigne tout, on propose tout, mais derrière cette profusion d'offres, combien d'approches tiennent vraiment leurs promesses? Nous vivons dans une époque assez étrange. Jamais l'être humain n'a autant parlé de psychologie, de blessures, de traumas, d'émotions, et pourtant, jamais il n'a été aussi perdu face à ce qu'il vit intérieurement. La psychologie, le soin psychique, le développement personnel, tout cela est devenu un immense marché, un peu comme un supermarché du mieux-être. On y trouve des rayons entiers, du coaching, de l'hypnose, de l'énergétique, de l'IFS, de l'analyse, de la sophrologie, de l'EMDR, des constellations, des soins vibratoires. Tout est là, tout semble se valoir, tout promet à sa manière un mieux-être rapide, une libération, une transformation. Et face à cette abondance, on pourrait se poser la question, comment savoir ce qui est juste pour moi et comment choisir sans me perdre? Car le problème n'est pas qu'il y ait trop d'approches, le problème c'est qu'on ne donne plus les repères pour discerner. Avant d'aller plus loin, j'aimerais poser une distinction fondamentale, une distinction simple mais souvent floutée aujourd'hui. La différence entre ce qu'on appelle une thérapie et ce qu'on appelle une analyse. Le mot thérapie vient du grec thérapeia. Il signifie soin, traitement, prendre soin. Historiquement, une thérapie vise avant tout à soulager une souffrance, à réduire un symptôme, à aider une personne à aller mieux dans sa vie quotidienne. Une thérapie est généralement orientée vers un objectif, aller mieux, moins souffrir, retrouver un équilibre, pouvoir fonctionner à nouveau. Elle peut être brève ou longue, verbale ou corporelle, structurée ou plus intuitive. Et je tiens à dire clairement, elle a toute sa légitimité. Quand on souffre, quand on est envahi, quand la vie devient trop lourde, le soin est nécessaire. Mais l'analyse, elle, répond à une autre logique. L'analyse, et en particulier l'analyse jungienne, ne part pas d'abord de la question « comment aller mieux ?». Elle part d'une question plus dérangeante si je peux dire, mais aussi plus profonde. Qu'est-ce qu'il cherche à se dire à travers ce que je vis? Dans l'analyse, inspirée par Carl Gustav Jung notamment, le symptôme n'est pas un ennemi à faire taire, il n'est pas un bug à corriger. Il est un message, un langage intérieur, parfois maladroit, parfois violent, mais porteur de sens. L'analyse ne vise pas seulement l'adaptation à la norme, elle ne cherche pas uniquement à ce que la personne fonctionne mieux. Elle vise une transformation intérieure, ce que Jung appelait le processus d'individuation, c'est-à-dire devenir soi-même au-delà des masques, au-delà des conditionnements, au-delà des attentes extérieures. Là où la thérapie cherche surtout à réparer, l'analyse cherche à révéler. Et ça change tout. Allons dans notre première partie désormais. Et c'est là qu'apparaît une autre confusion majeure, une illusion très contemporaine. Nous sommes passés, presque sans nous en rendre compte, d'une culture du soin à une culture de l'offre. Aujourd'hui, on ne parle plus vraiment de vie intérieure. On parle de méthodes, de protocoles, de résultats. On ne demande plus qu'est-ce que je traverse, on demande quelle technique va régler ça. Les médias, les magazines, les plateformes de bien-être participent largement à ce brouillage. Ils alignent les approches les unes à côté des autres, comme si tout fonctionnait de la même manière, comme si tout était interchangeable. Un article, une page, une promesse. Libérez-vous, guérissez vos blessures, devenez la meilleure version de vous-même, transformez votre vie. Le langage est séduisant, mais il est souvent publicitaire. Il vend une idée très dangereuse, presque invisible, celle qui suffirait de choisir le bon produit pour aller mieux. Comme si la souffrance psychique était un dysfonctionnement simple, comme si l'expérience humaine répondait à des slogans et comme si l'on pouvait se réparer comme un objet. Et peu à peu, on devient consommateur de soins, on essaie une méthode, puis une autre, puis encore une autre, on accumule des expériences sans toujours rencontrer quelque chose de profondément transformant, parce qu'il manque l'essentiel. Le soin de soi n'est pas un produit à consommer, c'est une rencontre à vivre. Une rencontre avec un autre être humain, mais aussi une rencontre avec sa propre vie intérieure. Poursuivons dans notre deuxième partie. Alors, face à tout cela, une question devient centrale, une question simple mais rarement posée. De quoi ai-je vraiment besoin, ici et maintenant? Pas
qu'est-ce qui est à la mode, pas quelle méthode est la plus populaire, mais qu'est-ce que je vis intérieurement. Est-ce une douleur qui déborde, une fatigue psychique, un symptôme qui envahit la vie quotidienne, un moment où tout devient trop lourd, trop confus, trop intense? Ou est-ce autre chose, une quête plus silencieuse, un appel diffus, lointain, innommable, le sentiment que quelque chose à l'intérieur cherche à évoluer, à se transformer, à se dire autrement? Toutes ces expériences sont légitimes, mais elles ne demandent pas la même réponse. Et c'est là qu'il est important de comprendre une chose essentielle: il n'existe pas en soi le bon thérapeute ou la bonne méthode. Ce qui existe en revanche, c'est une bonne rencontre, un moment donné d'un parcours, à une étape précise de la vie. Une approche qui peut être juste aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain. Et ce n'est ni un échec ni une erreur, c'est le signe que quelque chose a bougé. Parfois, beaucoup de personnes se perdent parce qu'elles cherchent la solution idéale, alors que le travail intérieur se joue dans la relation, dans le lien, dans ce qui se passe entre deux êtres humains. Et pour sentir cela, il faut apprendre à faire une autre distinction, une distinction subtile mais décisive, la différence entre la curiosité et l'appel intérieur. La curiosité pousse à essayer, à accumuler des expériences, à passer d'une méthode à une autre, parfois sans s'arrêter. L'appel intérieur, lui, est plus silencieux, moins spectaculaire. Il ne promet rien, il insiste. Il prend souvent la forme d'un malaise, ou d'un rêve récurrent, d'un symptôme qui revient, ou d'une impression étrange, comme je ne peux plus continuer comme avant. Quand on répond à un appel intérieur, on ne cherche pas une technique, on cherche un lieu, un cadre, une présence capable d'accueillir ce qui émerge. Et c'est souvent là que le véritable travail commence. Entrons dans notre troisième partie. Alors, comment choisir avec justesse dans ce paysage si foisonnant? Comment ne pas se perdre sans tomber dans la méfiance excessive ou le cynisme? Il existe quelques repères simples, pas des règles absolues, mais des points d'ancrage. Le premier concerne la formation et l'éthique. Un praticien sérieux a été formé, pas seulement à une technique, mais à la compréhension de la vie psychique. Il a appris, il a étudié, il s'est confronté à des cadres théoriques, à des limites, à des responsabilités. Il a aussi fait et continue de faire un travail sur lui-même, parce qu'on n'accompagne pas l'autre sans être passé, au moins en partie, par ses propres zones d'ombre. Et surtout, il a été ou il est supervisé. Quelqu'un d'autre l'aide à penser sa pratique, à garder de la lucidité, à ne pas confondre avec ce qui l'accompagne. Ce n'est pas une garantie, mais c'est déjà un socle. Un deuxième repère est souvent sous-estimé alors qu'il est aussi central, la relation, ce qu'on appelle en psychologie la relation transférielle. Ce lien particulier qui se tisse, parfois très vite, parfois lentement, entre deux personnes. La question à se poser est simple. Est-ce que je me sens en confiance ? Est-ce que je me sens regardé, écouté, accueilli, sans être jugé ni dirigé ? Si la relation n'est pas là, aucune méthode ne fonctionnera vraiment, même les plus brillantes. Parce qu'il faut le rappeler, et je vais le dire très clairement, ce n'est pas la méthode qui guérit, c'est la relation. La méthode peut soutenir, structurer, orienter, elle est même nécessaire, mais c'est la qualité de présence, la justesse du cadre, la capacité à accueillir ce qui émerge qui permettra un véritable mouvement intérieur. Et puis il y a aussi un dernier point fondamental pour ne pas se tromper de chemin, si je peux dire. Il existe une différence profonde entre les techniques et les voies. Certaines approches sont avant tout des techniques. Elles soignent, elles apaisent, elles soulagent, elles aident à traverser une période difficile. Et c'est précieux. Mais d'autres approches sont des voies. Elles ne cherchent pas seulement à faire disparaître un symptôme, elles engagent une transformation. Elles demandent du temps, de la constance, de la persévérance et beaucoup de courage. Ni l'une ni l'autre n'est supérieure. Elles ne répondent simplement pas aux mêmes besoins ni aux mêmes moments de vie. Et savoir cela, c'est déjà sortir du marché du soin et revenir à une démarche intérieure plus juste. Poursuivons dans notre quatrième et dernière partie. Il y a aussi un autre phénomène très présent aujourd'hui que je vais quand même nommer, une forme de quête, mais une quête parfois détournée, que je qualifie de quête d'expérience. On multiplie les retraites, les stages, les soins énergétiques, les rituels, parfois à un rythme effréné. Une expérience chasse l'autre, un week-end transformant, puis un autre, puis encore un autre. Et là encore, je veux être claire, ces expériences ne sont pas forcément inutiles, elles peuvent ouvrir, toucher,
faire bouger quelque chose. Mais elles peuvent devenir problématiques quand elles servent à éviter le travail intérieur de fond, quand elles remplacent la rencontre par l'accumulation, quand on cherche l'intensité plutôt que la profondeur. Le soin authentique n'est pas spectaculaire, il est souvent discret, lent, humble. Il ne promet pas de renaissance en 3 jours, il ne se met pas en scène, il agit intérieurement, parfois presque en silence. Et surtout, il s'inscrit dans le temps. Dans une perspective jungienne, on pourrait dire que le véritable travail psychique s'inscrit dans ce que Jung appelait le processus d'individuation. Un processus, justement, pas un événement, pas une performance, pas une illumination commandée, c'est un chemin, parfois inconfortable, souvent exigeant, qui demande du courage, de la patience et une certaine fidélité à soi-même. L'individuation ne consiste pas à devenir meilleur, elle consiste à devenir plus conscient, plus responsable de ce qui se joue en soi, plus en lien avec sa propre trajectoire. Et cela, ça ne se commande pas, ça ne se programme pas, ça ne s'achète pas, ça se vit, ça se traverse. En conclusion, le soin, le vrai, ne cherche pas à réparer une image, il ne cherche pas à correspondre à un idéal, ni à fabriquer une version améliorée de soi. Il cherche à restaurer un lien avec soi-même, un lien avec l'autre, un lien avec la vie, telle qu'elle se présente, parfois fragile, parfois déroutante, parfois souffrante. Choisir un accompagnement, ce n'est pas choisir une promesse, c'est choisir une rencontre, un cadre où quelque chose peut se dire, se transformer à son propre rythme. Alors, prends le temps, écoute ce qui t'appelle vraiment, pas ce qui brille, pas ce qui promet, mais ce qui insiste doucement à l'intérieur. Il n'y a pas de bon choix universel, il y a un choix juste pour toi, à un moment donné, de ton chemin. Je te remercie pour ton écoute, pour ta présence. On se dit à très bientôt, et n'oublie pas, raconte-moi tes rêves, et je te dirai qui tu es.